Ces 30 dernières années, la population mondiale est passée de 4,5 à 7 milliards d'habitants. La liste des États membres de l'ONU a augmenté d'un tiers. Elle est désormais proche de 200. La fin de la guerre froide a ouvert la voie à la globalisation de l'économie de marché. Après la fin de l'antagonisme Est-Ouest, c'est l'opposition Nord-Sud qui semble se réduire. Les pays émergents se sont lancés à la course-poursuite des pays avancés. Des centaines de millions de personnes sont ainsi sorties de la pauvreté. Mais dans le même temps, les inégalités ont explosé. Les écarts de niveau de vie se sont en effet terriblement creusés dans un très grand nombre de pays. Certains estiment que c'est le prix à payer à l'efficacité économique. Mais d'autres voient cette flambée des inégalités comme une véritable bombe à retardement politique, économique et social. Nous vivons la mondialisation de l'inégalité. François Bourguignon, bonjour. Bonjour. François Bourguignon, la mondialisation de l'inégalité, c'est le titre de votre dernier livre. Cette montée des inégalités vous préoccupe, alors même que vous montrez qu'en 20 ans, 500 millions de personnes sont sorties de la pauvreté dans le monde. Ah oui, c'est le paradoxe que j'essaye d'analyser dans le livre, c'est que d'un côté, quand on regarde l'évolution de la population mondiale, on se rend compte que l'inégalité dans le monde a diminué et de façon très rapide et de façon presque d'un retournement historique. Et de l'autre côté, on constate que effectivement les inégalités ont tendance à augmenter dans un très grand nombre de pays et surtout dans une très grande majorité de pays développés. Et le point, je crois, essentiel du livre, c'est de dire et de montrer que ce qui est derrière ces deux phénomènes, qui semblent un peu contradictoires, c'est en fait le mécanisme de la mondialisation. Alors, on va voir ça de façon approfondie. Alors, d'abord, je voudrais vous présenter un petit peu. François Bourguignon, vous êtes le directeur de l'École d'économie de Paris. Alors, je crois qu'on dit la Paris School of Economics. Vous en êtes le directeur depuis sa création en 2007. Vous enseignez vous-même à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes chercheur et nombre de vos travaux académiques portent sur la préoccupation de réduire la pauvreté et les inégalités. Vous avez fait une carrière de consultant auprès des grands organismes internationaux. Vous avez d'ailleurs été économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale à Washington entre 2003 et 2007. Un petit mot sur votre formation, sur votre cursus. Vous avez une formation à la base de statisticien, je crois, INSAE, et vous avez un PhD en économie à l'Université Western Ontario, au Canada, puis un doctorat d'État à l'Université d'Orléans. Alors, lorsque vous évoquez l'évolution des inégalités dans le monde, vous prenez bien soin de distinguer les inégalités entre les pays, vous l'avez dit à l'instant, et les inégalités au sein des pays. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi l'inégalité ? L'inégalité, effectivement, a plusieurs dimensions. On a tendance, pour aller vite, à se référer au niveau de vie, en disant que la pauvreté est mesurée en termes de ce qu'il est nécessaire d'obtenir pour pouvoir survivre. Donc c'est bien une question de niveau de vie. Et c'est assez courant de mesurer ou de comparer les niveaux de vie, les niveaux de revenus entre les individus ou les niveaux de dépenses de consommation entre les individus. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il y a plusieurs types d'inégalités. Et l'inégalité dont je viens de parler, en particulier, c'est une inégalité qui est l'inégalité des résultats de l'activité économique. Et on peut l'opposer à un autre type d'inégalité qui est plutôt l'inégalité des occasions, l'inégalité des chances, qui fait que, en ayant accès à un certain nombre de facilités, des individus, des personnes peuvent obtenir des résultats qui sont supérieurs à d'autres. Et dans le domaine de l'inégalité, une des grandes interrogations, c'est si l'on veut contrôler les inégalités, si on veut les corriger, à quel niveau est-ce qu'il faut intervenir ? Est-ce qu'il faut intervenir au niveau des résultats, au niveau des revenus, avoir des systèmes fiscaux qui vont redistribuer les revenus, ou est-ce qu'au contraire, il faut intervenir au niveau des opportunités, au niveau des chances, en favorisant
l'accès au plus grand nombre des facilités qui permettront effectivement à chacun d'obtenir les ressources dont il a besoin. Alors, ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est monter des inégalités au sein d'un très grand nombre de pays, on approfondira cette question tout à l'heure, et en même temps, réduction de la pauvreté dans ces mêmes pays parfois. Oui, alors la pauvreté, c'est un peu difficile d'en parler, de comparer la pauvreté dans des pays développés et dans des pays en développement ou dans des pays émergents. Il existe une pauvreté dans les pays développés, il existe une pauvreté en France, on y insiste suffisamment, 14% et elle est en hausse. Il existe une pauvreté aux États-Unis, mais elle n'est pas nécessairement de même nature que la pauvreté que l'on peut observer dans des pays en développement, dans lesquels la pauvreté est véritablement une pauvreté absolue. En deçà d'un seuil de pauvreté, on sait que les gens peuvent difficilement, ce n'est pas nécessairement survivre, ils peuvent survivre un certain temps, mais ne peuvent pas reproduire de façon satisfaisante leur force de travail, ne peuvent pas entretenir de façon satisfaisante leur force de travail. Et de ce point de vue-là, il y a une norme internationale qui a été établie par les organismes internationaux comme les Nations Unies et par la Banque mondiale. La norme, c'est un pouvoir d'achat ramené au pouvoir d'achat d'un dollar américain de 1,25 $ par personne et par jour. Et à ce titre-là, il existe aujourd'hui un peu plus d'1 milliard, 1,2 milliard, 1,3 milliard de pauvres dans le monde, mais et c'est ça le point essentiel de la réduction des inégalités dans le monde et de la réduction de la pauvreté dans le monde, c'est qu'en fait, au cours des 20 ou 25 dernières années, le nombre de pauvres avec cette définition-là dans le monde a diminué d'à peu près 600 millions. Et c'est un progrès gigantesque. Et ça, c'est lié à la réduction des inégalités entre les pays. Voilà. Complètement. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? Parce que si on prend... Alors ce qui explique ce phénomène... C'est le bon côté de la mondialisation, en fait. C'est le bon côté, c'est un effet extraordinairement favorable de la mondialisation. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'étant donné la croissance démographique à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, le nombre absolu de pauvres dans le monde n'a cessé de croître pratiquement depuis le début du 19e, moment à partir duquel on arrive à suivre à peu près correctement l'évolution de la pauvreté dans le monde. Et donc cette diminution qui a eu lieu au cours des 25 dernières années, c'est véritablement quelque chose d'historique. Qu'est-ce qui est derrière ça ? Avec des nombres pareils, vous pouvez imaginer que ça ne peut être que les grands géants asiatiques qui sont derrière cette évolution, et en particulier la Chine. Et alors, il n'y a pas seulement la Chine, il y a la Chine et d'autres pays asiatiques, l'Indonésie, le Vietnam, il y a aussi, pour une large part, l'Inde. Et ce qui est derrière cette évolution, c'est la croissance tout à fait extraordinaire qu'a connue cette partie du monde par rapport au monde développé au cours des 25 dernières années. L'écart de croissance s'est creusé de façon considérable. Même à travers les crises, il continue à exister. Et donc, on est dans un processus de rattrapage en termes de produit intérieur par habitant entre les différentes zones du monde. C'est le début du processus de rattrapage, ça va prendre encore extraordinairement longtemps, mais la conséquence de ce processus de rattrapage, c'est effectivement que dans ces pays émergents, le nombre de gens qui passent le seuil de pauvreté de 1,25 $ par personne et par jour est absolument considérable. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment sur ce point-là qu'il y a une montée des classes moyennes dans les pays émergents, alors qu'il y a un affaiblissement des classes moyennes dans les pays avancés? Alors, il y a en même temps qu'il y a moins de pauvres, évidemment, dans les pays émergents, la classe moyenne augmente. C'est quelque chose de complètement mécanique. Vous passez la barre de pauvreté, vous rentrez dans la classe moyenne. Ça dépend de la façon dont on définit la classe moyenne ou non. Est-ce que c'est des gens dont le pouvoir d'achat est comparable à celui des Européens ou des Américains, de la classe moyenne américaine ou européenne, ou non. Mais mécaniquement, on a ce genre d'évolution. Maintenant, quand on dit que la classe moyenne diminue dans les pays développés,
La définition n'est pas tout à fait la même, parce que la définition de la classe moyenne dans ces pays-là, c'est une définition relative. De la même façon que la définition de la pauvreté dans les pays européens est complètement relative. On dit qu'il y a 1% de plus de pauvres en France depuis 2 ans, simplement en prenant comme mesure ou comme seuil de pauvreté 60% du revenu médian par unité de consommation dans la population. Ce qui veut dire que lorsque il y a une croissance dans l'économie française, la limite de pauvreté augmente. Et donc, quand on définit la classe moyenne, quand on définit la pauvreté, d'une certaine façon, on est en train de se référer à ce qui se passe avec l'inégalité. On est en train de se référer à la façon dont la population se répartit à 50%, à 20%, à 150% de la médiane. Et ça, c'est véritablement une définition d'inégalité. Alors, je reprends votre thèse et les paradoxes de votre thèse. Diminution des inégalités entre pays, diminution de la pauvreté en masse dans le monde et montée des inégalités au sein des pays. Cette inégalité au sein des pays, cette montée fantastique de l'inégalité, est-elle générale dans les pays avancés d'abord? Dans les pays avancés, il existe des études très précises de la part de l'OCDE. Quand on prend l'inégalité des revenus dans les différents pays de l'OCDE, ce sont des statistiques qui sont vérifiées par les pays eux-mêmes, par les États des pays de l'OCDE eux-mêmes. Donc ce sont des statistiques très fiables. Effectivement, l'OCDE, ces statistiques-là montrent que si on compare le milieu des années 80 au milieu des années 2000, ou même la fin des années 2000, il y a à peu près 70% des pays de l'OCDE dans lesquels l'inégalité a augmenté. Dans ces pays-là, il faut mettre de côté les pays qui étaient anciennement les pays d'Europe de l'Est, dans lesquels il y a eu cette transition d'une économie planifiée à une économie de marché, d'une économie socialiste à une économie de marché, et dans lequel effectivement le problème de l'inégalité se pose de l'évolution de l'inégalité se pose dans des conditions tout à fait différentes. Mais effectivement, 70% des pays de l'OCDE, c'est quelque chose de considérable. On ne peut pas dire que c'est simplement par hasard que tous ces pays voient l'inégalité augmenter. Il doit y avoir des causes communes dans l'augmentation de ces inégalités. Alors, c'est dans les pays avancés. Quelle est la raison de la montée de ces inégalités? Alors, il y a plusieurs raisons, mais il me semble que un facteur commun très important, et même peut-être d'ailleurs à la limite le facteur commun, c'est la mondialisation. Et de plusieurs façons. D'une part, c'est la mondialisation des échanges, c'est l'ouverture dans les années 80 d'économies gigantesques en Asie qui auparavant étaient plus ou moins fermées par rapport au reste du monde. Donc c'est la Chine vers la moitié des années 80, c'est l'Inde au début des années 90. De cette façon-là et de façon très soudaine, on peut considérer que l'économie mondiale a été multipliée par augmentée environ de 30%, avec une masse très importante de travail non qualifié qui est apparue dans l'économie mondiale de façon absolument soudaine. Et ça a complètement modifié dans l'économie mondiale, à travers les échanges, à travers les exportations des pays à bas coût de main-d'œuvre, à forte présence de main-d'œuvre non qualifiée vers les pays riches. Ça a provoqué une diminution des salaires des moins qualifiés dans les pays riches, une augmentation du chômage. C'est-à-dire qu'on assiste à une égalisation finalement du niveau des salaires au niveau mondial. C'est-à-dire que le travail non qualifié ou faiblement qualifié tend à se rapprocher d'une certaine polarisation. Jusqu'à un certain point. Il ne faut pas pousser cet argument trop loin. Il y a un économiste américain qui, il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était vers le milieu des années 90, avait intitulé un article qui a eu beaucoup de succès, « Vos salaires sont-ils fixés à Pékin ?» Donc s'adressant évidemment au public américain. Et je crois qu'il ne faut pas pousser ce paradoxe un peu trop loin. Oui, il y a eu un impact
de la concurrence asiatique sur les salaires et sur l'emploi non qualifié dans les pays riches. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de ces secteurs-là ont simplement disparu, purement et simplement, de ces économies des pays riches. Et aujourd'hui, évidemment qu'il y a encore de la main-d'œuvre non qualifiée dans ces pays-là, mais cette main-d'œuvre non qualifiée n'est plus dans la production de biens qui sont échangeables avec le reste du monde. C'est une main-d'œuvre qualifiée qui est essentiellement orientée vers la production de biens ou de services non échangeables, donc qui ne sont plus en concurrence avec le reste du monde. Complètement à l'opposé, on a l'apparition au niveau mondial d'une classe d'hyper riches, de stars, de grands patrons, de stars du showbiz, du sport, extrêmement bien payés, qui en fait sont payés au niveau mondial et bénéficient aussi d'une égalisation au niveau mondial. Alors là, il y a plusieurs phénomènes qui jouent. La mondialisation joue un rôle, mais il y a un autre phénomène qui joue un très grand rôle, qui est le progrès technique, qui est l'évolution des techniques. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'envolée des rémunérations des stars de rock, des grands sportifs, des grands artistes ou des grandes cantatrices, d'une certaine façon parce qu'à cause des techniques modernes, le public de ces artistes ou de ces sportifs a été multiplié par un nombre extraordinairement élevé. Et l'exemple que je donne dans le livre, c'est l'exemple de Caruso, qui a été le premier chanteur d'opéra à vendre sa voix, sa voix à travers des disques. Il a, à son époque, multiplié, il représentait en termes de rémunération un multiple considérable de tous ses autres collègues. Et ce phénomène-là n'a fait qu'augmenter au cours du temps. Mais ce phénomène des stars, quand on parle du showbiz, des hyper riches, n'existe que pour les pays avancés. Enfin, ces stars ne sont que des stars de pays avancés pour l'instant. On a peu de stars de pays émergents. Sauf peut-être dans le sport, en Amérique latine. Alors, le sport d'Amérique latine, et encore, si vous êtes une vedette du football, et si vous jouez dans un club latino-américain, vous n'êtes pas payé comme au Paris Saint-Germain ou au Real de Madrid. Mais si vous regardez les vedettes de Bollywood, elles sont remarquablement bien payées. Alors, il n'y a pas là de mobilité, il n'y a pas de concurrence, mais il y a un phénomène très similaire, qui est simplement que le cinéma indien touche une masse absolument considérable de gens, et grâce à ça, ces vedettes sont formidablement bien payées. Mais ça, c'est une partie des choses. Le progrès technique a joué un rôle absolument considérable. Si on prend maintenant les gérants ou les gestionnaires d'entreprise, les PDG, et leurs états-majors, évidemment. La situation est un petit peu différente. Ce qui s'est passé, ce qu'on observe, c'est que la taille des entreprises elle-même a énormément augmenté au cours du temps. On a maintenant des entreprises avec des centaines de milliers d'employés. Et ce que l'on observe, c'est que, grosso modo, les rémunérations des dirigeants d'entreprise suivent à peu près la taille des entreprises. Par salarié, en fait, la rémunération est en fait corrélée à l'évolution des tailles d'entreprise. La théorie qu'on peut faire de ça est très très simple. Imaginez quelqu'un qui est capable d'augmenter le profit d'une entreprise de quelques millièmes, même presque 10 millièmes de points. Si il est engagé dans une entreprise qui a des centaines de milliers d'employés, donc a des profits qui sont considérables, cette personne peut, en obtenant une petite partie de sa contribution marginale au profit de l'entreprise, va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas une indépendance entre les rémunérations des dirigeants d'entreprise et les rémunérations des rockstars et des sportifs. Ce n'est pas le même phénomène. Je crois que les dirigeants d'entreprise, ou même la société, se dit qu'il n'y a pas de raison que ces vedettes que sont des dirigeants d'entreprise, et étant donné l'importance de ces gens-là, qu'ils soient rémunérés à des niveaux qui soient inférieurs à celui d'une star de rock. Le phénomène des hyper riches et de ces chefs d'entreprise
concerne aussi les pays émergents, mais là, l'écart est encore beaucoup plus grand puisque nous avons des grandes fortunes mondiales, pas simplement en Chine, aussi au Brésil, au Mexique, où on en a aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes mondiales, et à l'autre bout du spectre, une extrême pauvreté dans ces pays. Oui, parce que, et là, la mondialisation joue un rôle, dans la mesure où c'est elle qui va transmettre ce niveau de rémunération d'un pays à un autre. Si vous êtes un dirigeant d'une grande entreprise dans un pays en développement, vous avez parlé du Mexique, on peut parler évidemment de la Chine, de l'Inde, etc. Vous êtes en liaison, en rapport quotidien avec des entreprises dans le monde développé et par mimétisme, vous pouvez vous demander des rémunérations qui sont équivalentes. Mittal, qui vit à Londres, qui est un grand businessman indien, fait partie des PDG mondiaux, et donc demande une rémunération à ce niveau-là. Mais à partir du moment où Mittal obtient ça en Inde, d'autres PDG de grandes entreprises, des Tata et compagnie en Inde, vont demander le même type de rémunération. Alors, donc là, il y a vraiment une contagion qui est le fait de la mondialisation. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin. On parle de l'Inde, du Mexique, de la Chine, dans lequel effectivement il y a des grandes entreprises et on conçoit que ces dirigeants de grandes entreprises soient rémunérés de cette façon-là. Mais prenez l'Afrique. Moi, j'ai vu des cas de ce type-là. Quand un pays africain essaye de débaucher un employé du Fonds monétaire, un employé dans une banque de Wall Street ou de la Banque mondiale pour revenir au pays, devenir ministre des Finances, la personne en question va dire « Très bien, je reviens, mais vous allez m'assurer, peut-être pas de façon nominale, mais en termes de pouvoir d'achat, vous allez m'assurer un revenu qui est à peu près équivalent Alors, à celui que j'ai ailleurs. Ce que vous montrez dans le livre, c'est cette flambée des inégalités. Comment vous voyez l'évolution dans les prochaines années? Est-ce que cette tendance à la montée des inégalités va se poursuivre? Alors, d'abord, prenons le côté positif des choses. Est-ce que la tendance à la diminution des inégalités entre pays, est-ce que ça va se poursuivre? Et je pense que la réponse à cette question-là est absolument oui. Alors on peut dire, oui, mais les pays riches sont entrés dans une période... L'opposition nord-sud perd son sens. Elle perd son sens. Elle va mettre énormément de temps à perdre son sens. Mais on est en train de grignoter sur la différence nord-sud. On a déjà gagné un petit peu. On va continuer. On sait que pour que la Chine rejoigne le niveau de revenus par tête des États-Unis, il faut encore, avec les taux d'aujourd'hui, même pas les taux d'aujourd'hui, plutôt les taux du passé, c'est-à-dire des taux en Chine, des taux de croissance de l'ordre supérieur à 10%. Il faudra encore une quarantaine d'années pour que le produit intérieur par tête en Chine rejoigne celui des États-Unis. Donc c'est quelque chose par exemple, dans les pays avancés, est-ce que vous voyez les inégalités continuer de s'accroître? Oui, parce que les phénomènes, parce que la mondialisation, les mécanismes de mondialisation ne vont pas s'arrêter. Provoquent la montée des inégalités. Oui, ils ne vont pas s'arrêter. On sait que, quand on parlait tout à l'heure de la façon dont la mondialisation a affecté les inégalités, j'ai parlé de la mondialisation des échanges et de la concurrence entre pays. Mais on aurait pu parler des phénomènes de dérégulation. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces phénomènes de dérégulation? La mondialisation, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique une concurrence croissante, exacerbée, entre toutes les unités de production mondiales. Et d'où vient l'évolution vers une dérégulation des marchés? Elle vient du fait que pour être en accord et pour ne pas pénaliser des entreprises dans un pays donné dans la concurrence internationale, il fallait déréguler, enlever les contraintes à l'activité de ces entreprises. Quand on regarde les marchés financiers, les secteurs financiers, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Big Bang de la City à Londres quand Margaret Thatcher a libéré en fait le secteur financier londonien? Immédiatement après, Wall Street a suivi en disant on ne peut pas rester derrière les Anglais parce que la concurrence internationale fait que nos banques, nos intermédiaires financiers vont y perdre. Et très rapidement, les Européens du continent ont suivi. Ça, c'est un phénomène d'exacerbation de la concurrence et de mondialisation. Alors peut-on corriger ce phénomène de montée des inégalités? Certains prétendent que c'est une condition de la croissance économique, que l'inégalité est nécessaire.
Ce n'est pas votre point de vue. Non, je pense que... Alors, je ne vais pas dire que l'inégalité une certaine inégalité n'est pas nécessaire pour la croissance économique. Évidemment, oui. Évidemment qu'on a besoin d'un minimum d'incitation matérielle pour que des gens acceptent d'entreprendre des investissements, de travailler plus que quelqu'un d'autre ou de créer des choses nouvelles. Donc évidemment qu'on a besoin d'une certaine inégalité. Maintenant, le problème comment réduire le protectionnisme? Est-ce que c'est une solution? Non, je parle de protectionnisme qui serait une réponse à la première cause de montée des inégalités dues à la mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation des échanges. Aujourd'hui, le protectionnisme n'est plus une solution. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le protectionnisme? En tout cas, le protectionnisme tel qu'il est présenté par certaines voix populistes dans notre pays et dans d'autres pays. Qu'est-ce qui dit ça? C'est qu'il faudrait se protéger de la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre. Mais c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière sur ces pays-là. Comment peut-on faire éventuellement de la redistribution alors que les problèmes se posent au niveau mondial et que les pays sont en concurrence? Peut-on faire de la redistribution? Premièrement, n'exagérons pas, il reste tout de même des marges de manœuvre à l'intérieur de chacun des pays, de chaque pays, qui permettent de faire de la redistribution. Alors, on peut faire de la redistribution, comme je le disais au début, à travers la fiscalité sur le revenu, et de ce point de vue-là, il y a une certaine marge. Ça n'est pas parce qu'en France, on va passer de 40% à 45% de tranche supérieure qu'on va voir tous les gens taxés à 45% fuir immédiatement vers mais Bruxelles, peut-être ceux qui sont etc. taxés à 75%. Alors, ceux qui sont taxés à 75%, peut-être. Et c'est bien là qu'il y a la difficulté. C'est pour ça que je pense qu'il existe une marge de manœuvre. On peut gagner en termes de progressivité jusqu'à un certain point, mais il y a des limites que probablement on ne peut pas dépasser. En tout cas, on ne peut pas les dépasser tant que les pays voisins, d'autres pays, ne sont pas prêts eux-mêmes à aller plus loin. Mais il y a un moment au début de la crise où on pouvait penser qu'il y aurait un mouvement à peu près général vers une augmentation des taux supérieurs d'imposition. Souvenez-vous du cas anglais dans lequel on a proposé une taxe, un taux marginal supérieur à 50%, et où finalement le gouvernement est revenu en arrière à cause des lobbies. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les taux d'imposition étaient beaucoup plus élevés. Les taux d'imposition resserré les niveaux de revenus. Alors, il n'y a pas que ça qui a resserré les niveaux de revenus au lendemain ou juste avant la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une crise financière assez considérable. Cette crise financière, évidemment qu'elle a contribué à égaliser les revenus en diminuant considérablement les très grandes fortunes. Durant la guerre et après la guerre, c'est vrai qu'il y avait des taux d'imposition très élevés. Maintenant, c'est vrai aussi que la base fiscale qui correspondait à ces taux d'imposition très élevés, était elle-même extrêmement réduite. Ce que l'on sait, c'est que dès qu'on augmente les taux marginaux d'imposition, sans qu'il y ait de fuite de capitaux, sans qu'il y ait de migration de la part des plus nantis, on sait que la base fiscale a tendance à se rétrécir. Comment? Simplement parce qu'il y a de l'optimisation fiscale qui a lieu à l'intérieur du système. Simplement parce qu'on va dire, puisque tel type de revenu est taxé de cette façon-ci, on va distribuer du revenu d'une façon un peu différente à l'intérieur de l'entreprise. Il y a plusieurs façons de procéder qui ont été systématiquement exploitées par les agents. Pour conclure un petit peu, pour réduire la montée de ces inégalités dans le monde, vous prenez une concertation internationale pour la réduction des inégalités. Est-ce que ce n'est pas un peu une pirouette pour conclure votre livre? Non, c'est vraiment une pirouette. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est effectivement exprimer un certain doute sur la possibilité d'aller très très loin dans la redistribution via la fiscalité. Et de dire, il y a des limites à ça, et s'il n'y a pas un accord, une mondialisation de la redistribution, comme je l'appelle, ce sera relativement difficile. Donc effectivement, c'est plutôt un paradoxe pour conclure le livre. Cela étant, je voudrais revenir simplement sur un point, c'est que redistribuer, j'ai dit au tout début, on peut redistribuer le résultat de l'activité économique. Mais on peut aussi égaliser
les opportunités que les gens ont d'obtenir de bons résultats, d'obtenir ces compensations de leur activité. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas se leurrer, on a dans nos pays développés, encore plus peut-être dans les pays en développement, il y a des inégalités qui sont absolument considérables. Le niveau prenez l'éducation, et prenons l'éducation en France. D'abord, on connaît les difficultés d'accès à l'enseignement supérieur de toute une partie de la population. On sait que l'enseignement supérieur est peuplé par des gens qui ont un background familial relativement aisé. Deuxièmement, et c'est presque plus grave, quand vous regardez les résultats de l'enquête PISA de l'OCDE, qui est une enquête faite auprès des élèves de 15 ans en seconde, dans lequel ils passent un examen à peu près similaire dans tous les pays de compréhension de texte d'un côté et de maths de l'autre. Quand vous regardez les résultats en France, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, il faut remarquer deux résultats importants, je crois, et significatifs. Le premier, c'est qu'en moyenne, on n'est pas très bon. On est vers le milieu de la distribution des pays développés. On est même moins bon qu'un certain nombre de pays émergents, en tout cas que la Corée, par exemple. Maintenant, ce qui est plus frappant encore, c'est le fait que quand vous regardez la dispersion des résultats des élèves, elle est bien plus considérable que dans beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà en seconde, quand vous regardez les résultats scolaires des enfants, vous avez une inégalité qui est absolument considérable parce que le système éducatif ne corrige pas ou n'égalise pas les différences qui peuvent exister à cause du fait du background familial. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un effort considérable à faire. Il y a des progrès vers l'équité, vers l'égalité qui sont absolument considérables. Eh bien, c'est sur ces propos d'enseignants que nous allons nous quitter. François Bourguignon, merci. Merci à vous.